Distingués invités, mesdames, messieurs, bonjour. Je m'appelle Robert Racine. Je suis associé du cabinet en recrutement de cadre Canif et Racine et également membre du CORIM. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce déjeuner causerie. À moins que vous ne l'ayez déjà fait, et je vous en remercie, je vous inviterai à fermer vos téléphones cellulaires et téléavertisseurs. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui le président et directeur scientifique de l'Institut de recherche clinique de Montréal, l'IRCM, Dr. Tariq Moiroy. Merci, M. Moiroy, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir à la tribune du CORIM. Le financement de la recherche, et notamment la recherche académique et universitaire dans le secteur de la biomédecine, est un enjeu majeur, tant économique que social, dans tous les pays industrialisés. Il devient également de plus en plus important pour les pays émergents comme le Brésil, la Chine et l'Inde. Devant ce constat, quelles seraient les conséquences pour le Canada et ses chercheurs si les investissements publics en recherche n'étaient pas augmentés ou encore s'ils devaient diminuer? Qu'en est-il également de la recherche au Canada dans le contexte d'une compétitivité grandissante sur le plan international? C'est à ces questions que répondra le Dr. Moiroy aujourd'hui. Comme vous le savez, un événement comme celui d'aujourd'hui ne pourrait avoir lieu sans l'appui de partenaires. Aussi, je tiens à remercier en votre nom Rio Tinto Alcan, le groupe SNC-Lavalin, Hydro-Québec, Bell, Samson Belair Deloitte et Touche, AstraZeneca, Bio-Québec, la Banque de développement du Canada, le Conseil en immobilisation et management, la presse et de Gazette pour leur contribution à la tenue de cette activité. Je tiens également à remercier Montréal In Vivo et le réseau universitaire intégré de santé de l'Université de Montréal, le RUIS, pour leur collaboration dans l'organisation de ce déjeuner. Permettez-moi maintenant de vous présenter les personnes qui accompagnent notre conférencier à la table d'honneur. Je les prierai de se lever à l'appel de leur nom et je vous demanderai d'attendre la toute fin de la présentation pour les saluer par vos applaudissements. Monsieur Pierre Lemonde, président-directeur général du Conseil des relations internationales de Montréal. Monsieur Patrice Bernard, premier vice-président, financement et consultation pour le Québec à la Banque de développement du Canada. Madame Louise Lambert-Lagacé, vice-présidente du Conseil d'administration de l'IRCM, prochaine présidente du Conseil de l'IRCM et présidente de la clinique de nutrition, Louise Lambert-Lagacé. Monsieur Michel Tremblay, directeur du Centre de recherche sur le cancer Rosalind and Morris Goodman de l'Université McGill. Monsieur Yves Blais, vice-président recherche et développement chez EMA Québec. Madame Julie Ducharme, directeur de projet analgésie, secteur de recherche système nerveux central et maîtrise de la douleur chez AstraZeneca. Monsieur Yves Joannette, président-directeur général du Fonds de la recherche en santé du Québec. Monsieur Mario Lebrun, directeur général de Bio-Québec. Monsieur Michael Turcotte, président du Conseil d'administration d'Hydro-Québec. Monsieur Mario Saint-Cyr, président-directeur général de Conseil en immobilisation et management. Madame Michèle Boisvert, directrice de la presse affaires au Journal La Presse. Monsieur Rémi Quirion, directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut Douglas de l'Université McGill. Madame Michèle Savoie, directrice générale de Montréal In Vivo. Monsieur Christian Père, directeur général du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, et président du réseau universitaire intégré de la santé de l'Université de Montréal. Et enfin, notre conférencier d'aujourd'hui, le président et directeur scientifique de l'IRCM, Dr. Tariq Moiroy. Mesdames et messieurs, votre table d'honneur. Merci. Le déjeuner causerie se déroulera de la façon suivante. Nous allons d'abord prendre le repas. Madame Louise Lambert-Lagacé viendra ensuite présenter notre conférencier. Après son discours, Dr. Moiroy répondra à vos questions. Et enfin, M. Christian Père viendra le remercier en votre nom à tous. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon appétit. Ça doit être l'émotion, mais j'ai perdu la voix. Alors, bonjour à tous, à toutes. C'est avec un immense plaisir que j'ai accepté de présenter Tariq Moiroy. Tariq Moiroy est le 4e président, directeur scientifique de l'IRCM, qui a été fondé en 1967. Il décrit lui-même l'IRCM
comme un noyau d'excellence en recherche fondamentale et clinique et un élément unique dans la chaîne d'innovation, car cliniciens et chercheurs collaborent sous un même toit. Je dois dire qu'il dirige l'IRCM avec une main de fer dans un gant de velours. C'est un compliment, Tariq. Tariq est non seulement le président-directeur scientifique, mais il est directeur de l'unité de recherche en hématopoïèse et cancer et titulaire de la chaire de recherche du Canada en hématopoïèse et différenciation des cellules immunitaires. Ces recherches visent à mieux comprendre les facteurs de transcription des cellules souches sanguines dans la moelle osseuse. Son travail passe rarement inaperçu, puisqu'il fut distingué ou désigné chercheur du mois en janvier 2011 par le CHR, qui est canadien pour la recherche médicale. Alors, détenteur d'un doctorat en biochimie de l'Université Ludwig Maximilian de Munich, Tariq Moroy a poursuivi ses études doctorales et postdoctorales à l'Institut Pasteur de Paris et à l'Université Columbia. C'est ce qui explique sa parfaite maîtrise de 3 langues, l'allemand, le français et l'anglais. Durant sa carrière, Tariq Moroy a occupé des postes de professeur titulaire en biologie cellulaire et moléculaire, chercheur principal à l'Institut de biologie cellulaire. Et je m'excuse en si souffrant, plus pour vous que pour moi. Ça ne me fait pas mal. Alors, en plus de ses responsabilités, le docteur Moroy a dirigé plusieurs consortiums de recherche financés par le gouvernement allemand et par l'Union européenne. Il a agi à titre d'évaluateur expert pour des programmes de formation Marie Curie du 6e programme cadre de l'Union européenne et conseiller externe auprès de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM en France. Ses séjours en France et aux États-Unis lui ont porté fruit. Et maintenant, je vous présente le président-directeur scientifique de l'IRCM depuis 2006. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir Tariq Moroy. Merci, Madame Lambert-Lagacé, pour cette présentation élogieuse. Pour vous dire qu'on s'est quitté hier après un comité de gouvernance. Vous étiez en parfaite santé hier. Ce que vous faites après le comité de gouvernance et aujourd'hui, je ne suis pas au courant, mais ce n'est pas ma faute. Je tiens à remercier le Corem de m'avoir invité à sa tribune. Merci à son directeur général, M. Pierre Lemonde. Merci à son équipe. Je veux aussi vous remercier d'être venu m'entendre ce midi. Je vais vous entretenir aujourd'hui de l'importance de la recherche fondamentale qui est à la base de notre prospérité et de la façon dont on doit soutenir nos chercheurs. Comme président et directeur scientifique d'un institut de recherche à Montréal, dans le secteur de la biomédecine, je suis préoccupé par la tendance qui se dessine au Canada en matière de financement de la recherche, de la science et de la technologie. Laissez-moi d'abord vous parler d'une des meilleures institutions de recherche fondamentale et appliquée au pays, l'Institut de recherche clinique de Montréal, ou l'IRCM, que j'ai le privilège de diriger depuis un peu plus de 5 ans.
Fondée en 1967 par le docteur Jacques Genet, l'IRSEM a vu le jour dans la foulée du grand boom de la Révolution tranquille, une période d'effervescence créative à Montréal et au Québec. L'IRSEM est affiliée à l'Université de Montréal et maintient une association de longue date avec l'Université McGill. L'Institut compte aujourd'hui 36 unités de recherche fondamentale dans des domaines aussi variés que les maladies cardiovasculaires, le cancer ou les maladies infectieuses. Aussi, l'IRSEM héberge plusieurs cliniques de recherche spécialisées en cholestérol, en hypertension et en diabète et obésité. Tout comme Montréal, l'IRSEM présente une diversité intéressante et occupe une place enviable sur la scène internationale. À mon avis, et ceux et celles qui connaissent l'Institut seront d'accord avec moi, l'IRSEM est une institution essentielle pour nous démarquer comme société du savoir dans le monde. C'est la philosophie qui a guidé le Dr Genet, le fondateur, qui m'a attiré et fait choisir l'IRSEM. C'est-à-dire créer une institution de recherche dynamique qui offre à ses chercheurs la flexibilité, la liberté nécessaire à la création et à l'innovation. Au fil des ans, l'IRSEM a su créer le climat favorable pour que fleurisse la recherche en médecine. Je vous ai dit en commençant que je vous parlerai de l'importance de la recherche. Pour illustrer mon point de vue et de vous faire travailler un petit peu, je vous pose cette question. Les pays industrialisés sont-ils riches parce qu'ils font la recherche ou font-ils la recherche parce qu'ils sont riches? La réponse est bien sûr oui. Mais oui à quoi? Ben oui, les pays industrialisés sont riches parce qu'ils font la recherche. Alors, question pour vous. Qui a répondu la même chose? Il y a encore du travail à faire sur l'autre côté de la salle. Cette réalité s'observe de manière frappante dans ce qu'on appelle les vieux pays. Il suffit de penser à l'Angleterre, à la France ou encore à mon pays d'origine, l'Allemagne. Depuis 2 siècles, ces sociétés ont été les leaders à la connaissance scientifique. Aujourd'hui, ce sont les pays en émergence qui font le pari du financement massif de la recherche. Leur capacité de production de nouveaux savoirs et leur volonté de s'imposer sont évidentes. Longtemps, le Royaume-Uni aura joué un rôle moteur dans la construction du patrimoine scientifique mondial. Le pays aura formé un grand nombre de scientifiques et d'ingénieurs. On attribue aux Britanniques des découvertes scientifiques telles que le principe de l'évolution, pensez à Darwin, la structure d'ADN, pensez à Watson et Crick, et des inventions comme la télévision et même l'ordinateur. Le développement de la recherche, de la science et de la technologie a été à la base de la révolution industrielle en Angleterre et en Europe et fut le fondement de leur prospérité d'aujourd'hui. Au XIXe siècle, les États-Unis se sont inspirés de l'Angleterre et de l'Allemagne pour bâtir leur activité scientifique. Par exemple, l'Institut Rockefeller à New York, aujourd'hui l'Université Rockefeller que vous connaissez bien, a été modelé sur le système universitaire établi en Allemagne. Depuis ce temps, les États-Unis occupent les premiers rangs mondiaux pour la recherche scientifique et les innovations techniques. Sont alors nés le téléphone, une des premières caméras, séquençage du génome humain, vous vous souvenez en 2000, annoncé par Bill Clinton. Aujourd'hui, de nouveaux chercheurs et de nouvelles communautés de recherche réorganisent le paysage de la science et de l'innovation. La science devient de plus en plus globale, elle est effectuée dans plus en plus d'endroits. Dans certains pays émergents, l'augmentation de l'activité scientifique est remarquable. Par exemple, la Chine a dépassé le Japon et l'Europe pour ce qui est du nombre absolu de ses publications. Elle est aujourd'hui le 2e plus grand producteur de publications scientifiques et de recherche au monde. Une évolution rapide s'est également produite en Inde. Son niveau d'investissement en recherche et développement augmente aussi de façon marquante. L'Inde a ainsi remplacé la Russie dans les top 10 des nations qui font la recherche. Les superpuissances scientifiques sont toutefois toujours en ligne, en tête. Comme le démontre la professeure Caroline Wagner de la Penn State University, l'activité scientifique se fait encore majoritairement dans les pays industrialisés. Les États-Unis, toujours le leader mondial en recherche,
Le pays produit 20% des articles en recherche du monde, alors qu'il représente 4,5% de la population mondiale. Le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, la France sont également bien positionnés dans ces classements. Ces pays, avec les États-Unis, sont à eux seuls responsables de 59% des dépenses mondiales en recherche. Presque 60% des dépenses mondiales en recherche. Quant au Canada, il se classe parmi les 10 premiers pays pour ce qui est de l'impact des citations d'articles publiés sur la recherche en santé et sur le nombre absolu des publications. Au cours des dernières années, les investissements soutenus des gouvernements dans la recherche en santé ont permis au Canada de tirer parti des découvertes et des progrès de connaissances. Ces investissements l'ont aidé à se tailler une place sur la scène mondiale dans le domaine comme le sida, HIV, le cancer, la santé cardiovasculaire, le diabète et autres. Cependant, il reste de nombreux défis à relever. Au lendemain de la récession économique mondiale, s'attaquer efficacement aux questions de santé est devenu un défi encore plus grand. Heureusement, les gouvernements du Canada et des États-Unis reconnaissent que pour relancer l'économie et assurer sa viabilité, ils doivent investir non seulement dans l'économie traditionnelle, mais aussi dans l'économie du savoir. Par exemple, en 2009, le président Barack Obama promettait le plus grand engagement dans la recherche et l'innovation scientifique dans l'histoire américaine en disant que, et je le cite en français, « La science est plus essentielle à notre prospérité, notre sécurité, notre santé, notre environnement et notre qualité de vie qu'elle ne l'a jamais été. » Comment est financée la recherche à l'IRCM et ailleurs? Nos chercheurs reçoivent l'appui des organismes subventionnaires publics, comme les Instituts de recherche en santé du Canada, les IRSC, on aime les abréviations, alors Institut de recherche en santé du Canada, IRSC, et privés comme la Fondation des maladies du cœur et autres fondations. Pour obtenir ces fonds, nos chercheurs participent à des concours qui ne sont pas faciles à gagner. Je dirais même que la compétition de gagner un tel concours est féroce. Prenons l'exemple des IRSC. Aujourd'hui, il appuie plus de 13 600 chercheurs du domaine de la santé, d'un bout à l'autre du pays. Les dépenses pour la recherche en santé financées par les IRSC représentent environ 1 milliard de dollars par année. Mais prenez la comparaison que je vais vous raconter maintenant. Les instituts nationaux de la santé des États-Unis, le NIH, qui était le modèle pour la création des IRSC, ont un budget de 30 milliards de dollars. On se rappelle que Canada, 1 milliard, États-Unis, 30 milliards. Ils appuient 325 000 chercheurs comparativement aux 13 600 au Canada. Une vraie différence qui dépasse l'écart en population des deux pays. Outre les subventions de l'État, la philanthropie est aussi un élément sans lequel une institution de recherche comme l'IRCM ne pourrait pas survivre aujourd'hui. Grâce à des généreux donateurs qui estiment la valeur de la recherche, nous pouvons compter sur des ressources supplémentaires et ce sont ces ressources qui nous permettent d'imaginer et de mettre en place des programmes inédits. Il y a toutefois une tendance inquiétante qui se profile en ce mouvement, au moment dont le style et le rythme du financement de recherche fondamentale au Canada. La hausse du nombre de chercheurs a grandement augmenté la pression sur les organismes de financement, comme les IRSC. Ces derniers reçoivent énormément plus de demandes qu'autrefois. Aussi, le nombre de chercheurs qui réussissent à décrocher des subventions a diminué substantiellement ces dernières années. Par exemple, lorsque je suis arrivé à l'IRCM en 2006, le taux de réussite, le taux de succès pan-canadien en concours ouvert pour avoir des subventions, des instituts de recherche en santé du Canada s'établissait entre 23 et 25 %. Déjà difficile d'avoir une subvention. Aujourd'hui, le taux de réussite n'est plus que 16 % et continue à baisser. Nous en sommes rendus à un point où même les demandes d'excellente qualité ne sont pas subventionnées par manque de financement. Alors on forme plus de chercheurs, on les équipe bien, on les installe dans nos institutions, mais on ne leur donne pas assez de possibilités d'avoir des fonds d'opération pour leur recherche.
Un élément important pour la compétitivité d'un institut comme l'IRCM, c'est le recrutement. Et la pression est très forte pour trouver les meilleures têtes. Comment fonctionne le recrutement d'un chercheur et comment s'assurer qu'il aura du succès? Le fondateur de l'IRCM, Jacques Genet, et mes prédécesseurs à la direction de l'Institut ont une recette simple. Et je l'applique toujours moi-même avec conviction. Alors, il y a 3 conditions. Lorsque vient le temps de recruter les meilleurs chercheurs, il y a 3 conditions de succès préconisées. Find the right man, back him up, and stay out of his way. Find the right man, back him up, and stay out of his way. Ça, c'était dans les années 60 et 70. C'est toujours vrai aujourd'hui, mais une petite nuance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est find the right person, back her up, and stay out of her way. Il y a des féministes dans la salle? Non? OK. Parce que c'est vrai. Le recrutement d'un chercheur, c'est aussi un peu comme le repêchage dans une équipe de Ligue nationale de hockey. Dans nos plans de recrutement, nous devons miser sur la relève et sur le renforcement de l'expertise existante. Nous recrutons donc des seniors, des vétérans et des juniors, disons le Sidney Crosby. Par exemple, je viens d'attirer chez nous une jeune Sidney Crosby, brillante dans son domaine, offrant au milieu scientifique de nouvelles façons de mener la recherche par des travaux inédits. Dès son arrivée à l'IRCM, nous présentons avec lui une demande pour obtenir des fonds nécessaires à l'équipement de son laboratoire. Parallèlement, le chercheur prépare ses demandes, disons aux IRSC, pour obtenir les fonds nécessaires pour opérer, pour faire ses recherches. Or, il arrive que même si notre nouveau chercheur, notre Sidney Crosby, obtient des fonds nécessaires pour équiper son laboratoire, les demandes pour sa recherche ne sont pas acceptées. Les demandes pour son fonds d'opération ne sont pas acceptées. C'est comme équiper Sidney Crosby des meilleurs patins, bâtons, vêtements protecteurs, mais de ne pas lui donner le temps de glace nécessaire pour qu'il puisse exploiter son talent et collaborer au succès et au rayonnement de son équipe. Je trouve cette partie très Canada. Je peux me permettre de dire ça. L'approche traditionnelle du financement de la recherche soutient des projets dans des concours ouverts, mais aussi des programmes de recherche prédéfinis. Mais la recherche fondamentale et l'amélioration des connaissances ne suivent pas nécessairement un programme prédéterminé. La tendance actuelle des gouvernements fédéraux et provinciaux de financer la recherche s'oriente de plus en plus vers des programmes ciblés. Dans ces cas, le chercheur doit orienter sa demande de financement sur les objectifs de ces programmes. Le danger de cette pratique, c'est que la recherche vienne satisfaire l'orientation politique ou la mode du moment. Les véritables enjeux d'une recherche libre et créative sont alors délaissés. Un chercheur qui tombe pile sur les critères dictés par les projets ciblés est chanceux. Les autres doivent inventer un projet qui ne cadre pas logiquement dans leur domaine d'expertise, tout ça pour avoir des fonds. La recherche fondamentale ne fonctionne pas comme une entreprise et ne suit pas toujours la logique de l'offre et de la demande. Si elle est forcée de le faire, c'est la passion et la créativité qui en souffriront. Les résultats de la recherche sont souvent un heureux hasard favorisé par le processus de recherche elle-même. Ces résultats ne correspondent pas nécessairement à ceux envisagés de la demande de subvention originale. Harold Varmus, prix Nobel et aujourd'hui directeur de l'Institut national en cancer aux États-Unis, a souvent répété, et je le cite, « Le mot qui décrit le mieux le mécanisme qui mène aux meilleures découvertes, c'est la serendipity, qui signifie le hasard. Il faut donc créer des conditions favorables pour laisser le hasard ou la serendipity se manifester. » Je me suis fait dire que le mot serendipity ne se traduit pas en français. Il faut trouver un mot français qui colle avec serendipity. Pour illustrer ce que je veux dire par hasard ou serendipity, voici une vieille blague connue à ce sujet dans notre milieu. Alors, je crois que ça va vous faire comprendre ce que je veux dire.
Faire de la recherche fondamentale, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, et tout d'un coup, on trouve la fille du fermier. On veut l'aiguille, mais on trouve la fille du fermier. C'est quelque chose. Ça me fait plaisir, ça vous amuse. Mais ce n'est pas loin de la vérité. Nous devons donc donner la priorité au financement des gens d'excellence. Les chercheurs ont besoin de liberté et de souplesse de poursuivre leur curiosité personnelle afin d'exploiter les nouvelles opportunités et questions qui ressortent de leurs travaux de recherche. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la pénicilline, même les vaccins, les rayons X et même l'effet désirable ou non désirable du Viagra ont tous été découverts par hasard. Croyez-vous que cette découverte aurait été possible dans un programme ciblé? Je crois que non. Prenons l'exemple de Louis Pasteur. En voulant démontrer que les maladies comme la choléra étaient causées par un agent infectieux, il a plutôt découvert le principe de la réponse immunitaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ces expériences, Pasteur infectait des poulets avec des cultures bactériennes. Par erreur, il a inoculé un certain nombre de poulets par une vieille culture qui n'était pas active. Les poulets n'ayant pas développé la maladie attendue, ils ont été mis de côté. Plus tard, pénurie de poulets, parce que probablement manque de financement de recherche, je sais pas. Pénurie de poulets a forcé Pasteur à réutiliser les poulets déjà infectés. Il constate que la maladie ne se développe toujours pas, même avec des cultures de bactéries actives. C'est alors par cet hasard ou ces circonstances, il découvre le principe de la réponse immunitaire et surtout, ce qu'il découvre, le fait qu'il existe un effet mémoire dans notre système immunitaire, ce qui n'était pas connu à l'époque. Cette découverte est à la base de tous les vaccins qui nous ont libérés des maladies atroces qui régnaient au XVIIIe siècle encore dans les grandes villes du monde et aussi à Montréal. C'est pourquoi, afin de maximiser les impacts du financement de la recherche, les excellents scientifiques doivent avoir la chance de poursuivre leur curiosité. À travers le monde, les bailleurs de fonds de recherche en deviennent conscients et de plus en plus financent les personnes plutôt que les projets. Mettre l'accent sur le financement de personnes grâce à des subventions et des bourses a deux avantages évidents. Un, cela produit de la science créative de classe mondiale et offre de la souplesse de carrière, ce qui encourage les meilleurs chercheurs à demeurer en sciences. Jusqu'à présent, l'histoire de la science du XXIe siècle est une de croissance spectaculaire et d'élargissement des horizons. Les réseaux mondiaux exercent de plus en plus l'influence sur la conduite de la science à travers le monde. Les collaborations internationales sont de plus en plus nombreuses. Le Canada devrait profiter de toutes les opportunités offertes pour s'inscrire et participer à cette évolution pour demeurer dans la course. À cet égard, il pourrait certainement tirer profit de certains programmes d'envergure dans lesquels il ne participe pas aujourd'hui. Je prends un exemple, le programme cadre de recherche de l'Union européenne qui dispose aujourd'hui d'un budget de plus de 50 milliards d'euros. Oui, 50 milliards d'euros. On multiplie par 1,4. À mon avis, le Canada devrait s'associer à ce programme. Déjà, plusieurs pays non membres de l'Union européenne, comme la Suisse, la Turquie et l'Israël, sont devenus pays associés et peuvent participer au concours pour des subventions de recherche. Certes, il y a des coûts rattachés à une association avec l'Union européenne, et je suis convaincu que le Canada, ses chercheurs et ses professeurs, comme les milieux universitaires, d'affaires et industriels, pourraient grandement profiter d'une telle association. Le facteur le plus important d'une participation dans ces programmes cadres, c'est la coopération internationale. De ma propre expérience, il s'agit d'un outil extraordinaire pour tisser les liens étroits en recherche sur le plan international. C'est aussi une excellente façon de faire rayonner le savoir montréalais, québécois et canadien. La recherche est un moteur important de l'économie et le Canada ne doit pas se placer seulement sur la ligne de départ, mais doit franchir la ligne d'arrivée et atteindre le podium. Il faut voir dans le financement de la recherche bien plus que la recherche elle-même, car elle est aussi génératrice de croissance sociale et économique.
La recherche participe à la création de la richesse collective d'une société et d'un pays. L'investissement public dans la science et l'innovation a plusieurs effets. Il crée des emplois, il augmente la productivité, il soutient des dépenses du secteur privé en recherche et développement et attire des investissements étrangers substantiels. Il ne faut pas perdre de vue que la révolution industrielle et la révolution de l'information ont toutes été soutenues par la science et la technologie. Les restrictions budgétaires en sciences et en innovation sont des fausses économies. Revenons à la question du jour. Vous vous souvenez, tout au début, les pays industrialisés sont-ils riches parce qu'ils font de la recherche ou font-ils la recherche parce qu'ils sont riches? La recherche fondamentale est à la base du développement de la prospérité des pays comme le Canada. Afin de s'assurer que ce dernier demeure dans les meilleurs générateurs de haut savoir sur la scène internationale, voici mes suggestions pour vous aujourd'hui. J'en ai 3 à vous donner aujourd'hui. 1. Le Canada doit mettre l'accent sur le financement des personnes plutôt que les projets. Il doit laisser aux chercheurs le soin de décider quelles pistes poursuivre dans leur recherche. Il doit laisser la place au hasard, pensez serendipity, et à la création sans direction politique. 2. Le Canada doit maintenir et augmenter ses investissements en recherche fondamentale afin de demeurer compétitif. 3. Le Canada doit profiter des opportunités offertes pour augmenter ses collaborations scientifiques internationales comme les programmes cadres de l'Union européenne. Je termine. Il est important de se souvenir que la recherche fondamentale n'est pas construite comme une entreprise. Il faut créer un environnement qui laisse le hasard, la serendipity se manifester. Laissons aux chercheurs la liberté de chercher les aiguilles dans une botte de foin. Qui sait, il trouvera peut-être la fille du fermier. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Moiroy, d'avoir partagé votre vision des besoins en financement de nos universités et de l'importance de la recherche pour nos institutions canadiennes. Alors, comme nous avons l'habitude de le faire au Corim, voici maintenant la période de questions. Alors, 2 microphones sont installés dans la salle. Alors, avant de poser votre question à notre conférencier, je vous inviterai à vouloir vous identifier. Alors, voici une première question sur la droite. Camille Limoges, chercheur retraité et membre du conseil d'administration de l'IRCM. Je remercie beaucoup le Dr. Moiroy pour la façon éloquente dont il a défendu l'intérêt national pour la recherche et particulièrement pour la recherche fondamentale. Quand vous dites, Dr. Moiroy, que l'avenir serait de passer d'un financement par projet qui effectivement est, comment dire, la clé et l'essentiel des mécanismes de financement d'aujourd'hui au Canada à un financement des personnes, à un financement des chercheurs, ça pourrait être une révolution majeure dans l'opération des programmes, des organismes subventionnaires. Présentement, il y a peut-être, il y a quelques programmes. Il y a notamment le grand programme des chaires de recherche du Canada, qui est un programme de financement des personnes plutôt que de projets spécifiques. Est-ce à dire que dorénavant, il n'y aurait plus de concours comment dire, sur la base de ce que le chercheur se propose de faire, mais un financement sur la base de sa performance passée ou de sa performance récente? Merci pour cette question longue. J'espère que je vais retenir tout. D'abord, je ne suis pas révolutionnaire.
et ça ne sera pas une révolution. Il ne faut pas regarder loin pour trouver un exemple pour ce que je voudrais dire. Sachez que les États-Unis ont mis sur pied un système qui s'appelle Howard Hughes Medical Institute. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui connaissent ce système. Howard Hughes, c'est un philanthrope avec un potentiel de financement qui dépasse beaucoup d'autres. Après sa mort, il y a une fondation qui a été mise sur pied, et avec le rendement de cette fondation, je crois que c'est entre 300 et 400 chercheurs d'élite sont sélectionnés aux États-Unis et financés par HHMI. Il ne veut pas dire que les autres modes de financement ont été mis à l'écart, pas du tout, mais c'est une voie de financement supplémentaire par personne. Donc, sélection des meilleurs. Et Howard Hughes Medical Institute les nomme pour 5 ans, les finances, et je peux vous dire, c'est aussi féroce de rester dans ce système. Si quelqu'un ne peut pas rester dans ce système, il tombera, et donc c'est toujours compétitif, féroce, mais là, à quelqu'un qui a démontré l'excellence dans sa vie en recherche, il est donné une liberté de faire pour 5 ans, poursuivre ses idées, et puis il est regardé après ces 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait. Ça, c'est ce que je voudrais comme mécanisme au Canada, si c'est possible. Ça existe dans d'autres pays, mais Howard Hughes Medical Institute est le meilleur exemple. Donc, je ne veux pas remplacer ce qu'il existe, mais allez-y. Bonjour Tariq, j'ai beaucoup apprécié ta présentation, Michel Tremblay du Centre Goodman. Mais il y a quelque chose qui quand même se passe en sciences, qui s'est passé en physique, où des grandes équipes se construisent. Et on le voit par exemple en médecine, où de plus en plus les IRSC subventionnent des bourses. Et le pourcentage des bourses qui sont subventionnées, c'est ceux qui sont des équipes, 2, 3 chercheurs. Donc il n'y a pas là un dilemme où lorsqu'on parle de subventionner le chercheur, l'idée, et d'un autre côté, la technologie, qui sont extrêmement dispendieuses, nous amène à amener des gens ensemble. Donc, si tu peux commenter. Oui, ben, si j'ai bien... Bonjour Michel, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est vrai. Pour séquencer le génome humain, il faut avoir une grande équipe. On ne peut pas faire ça par hasard. Mais des grands groupes de recherche qui se forment aujourd'hui, comme en physique et en biologie, c'est comme avoir pas une boîte de foin à chercher, mais 100 000 boîtes de foin. Et tu ne trouveras pas tous les aiguilles, mais tu trouveras peut-être 3-4 filles du fermier. Encore mieux. Ça, c'est ma réponse. Même la génération des données avec les grands consortia dont tu parles génère beaucoup de mécanismes de chercher des aiguilles, n'est-ce pas? Une fois que tu as cherché tous les bottes de foin, ben, tu regardes le rendement, et c'est peut-être une botte de foin, mais 100 000 à la fois. Et ça, tu fais avec un team, mais pas seul. Voilà. Bonjour Tariq, Jacques Turgeon, directeur de la recherche au CHUM. 2 éléments qui sont souvent soulevés lorsqu'on parle du financement de la recherche sont, et on entend de grands programmes actuellement, 1, la recherche clinique, et 2, la recherche translationnelle. Donc, de quelle façon tu mets en perspective ces éléments de recherche qui, à quelque part, le retour sur l'investissement est aussi important? Oui, merci Jacques. Alors, la recherche appliquée, la recherche clinique est extrêmement difficile à faire, et je crois que tu seras d'accord avec moi. Une façon de faire de la recherche clinique, et avec la recherche fondamentale, de mettre un chercheur clinicien, un vrai clinicien avec une formation comme médecin dans un laboratoire fondamental. Et le forcer de faire la recherche fondamentale pendant un certain temps. Et puis lui laisser et donner la liberté de développer ça plus loin dans l'application clinique. Ça, je ne vais pas parler de ça parce que j'ai 20 minutes. Moi, j'aurais pu parler 40 ou 50 ou 60 minutes. Je crois que c'est mettre les chercheurs fondamentalistes et les cliniciens très, très étroitement ensemble, qui ne peuvent pas s'éviter. Et avoir quelqu'un au laboratoire qui regarde peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, la recherche fondamentale et comprend les mécanismes, comment ça marche, comment ça fonctionne, tout en sachant, tout en connaissant les problèmes cliniques, les patients, la vie de tous les jours des cliniciens, comment un hôpital fonctionne, qu'est-ce qui est réalisable, etc., etc. Et là, c'est la recherche clinique qui peut se faire. Bonjour Tariq, Paul Archevêque, Société Conseil Cap Cogito. Merci beaucoup pour la présentation, merci beaucoup pour parler de ces thématiques-là. Je ne suis pas certain qu'on entend suffisamment parler de ces thématiques-là dans nos milieux d'affaires, puis je pense que c'est important.
La question revient aux conditions gagnantes, aux conditions favorables auxquelles tu faisais référence, et plus particulièrement à ta recommandation numéro 2 qui disait « Comment augmenter le support des gouvernements envers la recherche ?» Et la question est relativement simple, c'est est-ce qu'on a la recette, est-ce qu'on devrait changer de recette? Parce que présentement, force est de constater que dans les récentes années, ça a été un petit peu plus difficile et on ne voit pas encore énormément de lueur au bout du tunnel. Tes commentaires là-dessus seraient appréciés. Je crois, merci Paul. Je crois que le Canada a tous les outils en place. Il ne faut pas oublier que le Canada a mis en place les IRSC, la FCI, les chaires de recherche au Canada. Et je peux vous dire, quand j'étais encore en Allemagne, c'était discuté de l'autre côté de l'océan, comment le Canada fait des pas en avant par mettre ses outils en place. Il faut les équilibrer, les outils. Ça, c'est important. Et je le répète encore une troisième fois, important. Parce qu'on ne peut pas donner tout l'équipement à quelqu'un et pas de possibilité d'avoir de fonds d'opération. Ça, c'est élémentaire. Il faut avoir un avion et des pilotes, hein, n'est-ce pas? L'avion seul, sans pilote, ne marche pas. Et en plus, il faut créer peut-être un Howard Hughes Medical Institute au Canada, comme ça existe aux États-Unis. Mais les outils qui existent déjà au Canada, ils sont là. Les gouvernements les utilisent et il faut les équilibrer. Et aujourd'hui, l'équilibre est un peu déséquilibré, si je peux me permettre de dire ça. Mais les outils sont en place. Alors, pas d'autres questions? Peut-être une toute dernière. Bonjour, je suis étudiante doctorat qui travaille à la RCM. Pardon, mon français est vraiment pire, mais je vais essayer de poser ma question. Donc, tu es chercheur toi-même, mais beaucoup de temps, ce n'est pas les chercheurs qui font de la recherche, mais c'est les étudiants. Donc, est-ce que c'est le problème du financement pour les chercheurs ou c'est le problème d'éducation pour les étudiants? Parce que c'est les étudiants qui font de la recherche, qui ont besoin de l'argent, qui ont besoin des bourses. Oui, alors, comme je disais, les outils sont là, il faut les équilibrer. Alors, il y a des programmes de bourse pour les étudiants, des programmes de bourse pour postdoc. Les concours ouverts laissent la liberté aux chercheurs d'utiliser l'argent pour un postdoc ou pour un étudiant, si la subvention est décrochée par le chercheur. Évidemment, le chercheur n'est pas toujours physiquement présent chaque jour à la paillasse à côté d'un étudiant. Je crois que ce n'est pas son rôle. Il faut guider l'étudiant dans l'indépendance de faire la recherche. Il devrait être présent quand même pour guider, échanger avec vous sur les idées. Et vous devrez, peut-être le fils du fermier, chercher l'aiguille et trouver le fils du fermier, si je peux me permettre. Donc, les outils sont en place. S'il n'y a pas assez de bourses pour les étudiants, on essaie de les complémenter par des bourses privées. Je crois que les bourses pour les étudiants sont extrêmement importantes parce que la relève, ça va être important pour le futur. Je reviens à mon comparaison avec l'équilibre. Tout est en place au Canada, c'est parfait, mais il faut équiper, il faut aussi donner l'argent à ces outils et pas mettre un outil à l'écart et financer l'autre outil jusqu'à fond. Ça ne va pas aboutir. Les bourses pour les étudiants, c'en est un élément des outils du Canada. Alors, merci, Dr. Mulroy. Merci à vous pour vos questions. Bon, mon cher Tariq, je pense que vous en avez surpris plus d'un. La première fois que j'ai su que nous allions nous rencontrer, je ne sais pas pourquoi, j'imaginais un homme fiable, un homme de rigueur. Ça a été vérifié. C'est peut-être la main de fer. Mais vous avez pu voir que Tariq, c'est aussi un homme plein d'humour, un peu philosophe. Je reviendrai sur le hasard une seconde. Okay. Et en tout cas, c'est un homme qui
qui suscite l'enthousiasme par la force de ses convictions et peut-être aussi une pointe d'épicurisme inattendue. J'ai cherché la fille de la fermière longtemps, mais grâce à vous, je pense que je vais pouvoir aller plus vite. Alors, je voudrais, au nom de tous, je crois ici, vous exprimer vraiment nos remerciements. Je crois que vous avez apporté quelque chose, évidemment, à l'IRCM. Ce n'est pas à moi de le dire, mais c'est une évidence. Je pense que vous avez apporté beaucoup au Québec et sans doute beaucoup au Canada. Est-ce que c'est le hasard? Cher ami, je pense que non. Je pense que c'est la rencontre, comme disait Jacques Monod, du hasard et de la nécessité. Dans la vie, il y a place pour le hasard. Et vous savez, en particulier dans nos milieux, on dit souvent « on n'organise pas la vie, c'est la vie qui s'organise ». Je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, il y a comme une nécessité collective. Alors je pense que vous êtes là parce que c'est la rencontre du hasard et de la nécessité. Et en tout cas, ça n'est pas par hasard, mais c'est vraiment par nécessité qu'on va tous se lever et vous applaudir. Merci beaucoup. Merci. Et nous sommes heureux et fiers de vous remettre cette contribution du Corim et de toute l'Assemblée en gage de remerciement de votre présentation de très grande qualité. Merci. Merci beaucoup.